Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous m'entendez bien aussi. N'hésitez pas à mettre un petit mot pour me dire que tout fonctionne bien, que c'est presque la rentrée, pour qui ça a déjà commencé. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire la rentrée de la e-santé animale et en tout cas des innovations en santé animale. Alors je vais faire comme d'habitude, faire un petit peu de paramétrage au début et enlever les petites notifications sonores comme vous mettez des petits mots dans le chat, sinon ça va faire des clac-clac pendant toute la période. Donc je pense que vous êtes vous aussi bien occupés parce que j'ai vu les participants arriver tous au dernier moment. Donc l'idée générale de ce webinaire, c'était de vous faire un petit peu un point parce que j'avoue que j'ai trouvé de manière un peu inédite qu'il y avait une forme d'accélération avec beaucoup d'annonces et de sorties de choses assez innovantes sur les 6 premiers mois de l'année. Donc j'ai fait un peu le point pendant l'été et j'ai décidé de vous servir ça. Alors je vois que la date n'est pas du tout bonne sur le 24 juin 2025, donc je corrigerai ça. J'ai fait ça un petit peu trop vite comme d'habitude. Donc de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Donc vous vous rappelez justement un peu les événements que j'ai pu visiter, les occasions qu'il y a eu pour en savoir plus sur ces innovations. Vous essayez de vous dessiner un peu les grandes tendances qui sont ressorties de tout ça. Vous montrez 5 initiatives ou outils vraiment plus spécifiquement étonnants, soit par leur caractère innovant, soit par je dirais ce que ça va pouvoir entraîner pour notre univers santé animale, et puis un peu dessiner des perspectives de tout ça. La boule de cristal n'est pas toujours efficace, mais essayer de voir un peu où on va et vous reparler aussi de toutes les explorations que je vais pouvoir avoir la chance de faire dans les 6 prochains mois, parce qu'en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, bonjour à toutes et tous, et vous êtes en train d'arriver. Donc, par rapport à ces différentes choses, qui je suis, bon, je vois les noms s'afficher, donc je vois pas mal de noms connus, mais je suis Grégory Santaner, vétérinaire de formation et explorateur, on va dire, de tout ce qui existe en numérique en santé animale et de manière plus large et plus générale, toutes les innovations qui ont un impact sur notre écosystème santé animale. Donc, si vous voulez en savoir plus sur Vetonetoire, qui est mon entité principale, vous pouvez aller voir sur le site internet. Je vous mets ça dans le chat. Dans le chat, j'essaierai de vous mettre des liens de temps en temps pour accéder à différentes choses ou différentes infos. Vous pouvez aussi rejoindre, je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont ici, qui le connaissent, le groupe WhatsApp Innovation en santé animale, où j'essaie de diffuser un peu en live les différentes choses et auxquelles j'assiste. Donc, ça permet de vous emporter un peu dans ma valise pour ceux qui ont l'habitude. Et puis, sinon, vous avez ces webinars qui sont assez réguliers, tellement réguliers que je me suis un petit peu organisé pendant les vacances et le prochain webinar est déjà prêt. Donc, le prochain webinar, ce sera avec un confrère, Julien Letual, que j'ai eu la chance d'entendre aux universités de printemps du SNVEL et qui a fait vraiment une présentation brillante sur son usage vraiment très concret, très quotidien. Donc, si vous êtes en pratique vétérinaire et que vous voulez voir comment on peut utiliser concrètement ChatGPT, rendez-vous dans un mois, à peu près, mardi 30 septembre à 12h30. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le fichier d'inscription est ouvert avec Julien. Bon, je parlerai peu sur celui-ci par rapport à d'habitude. C'est beaucoup lui qui va vous montrer. Et puis, on sera là pour échanger sur toutes ces questions. C'est intéressant aussi parce que c'est un praticien plutôt en mixte rural. Et c'est vrai qu'on parle souvent des innovations en pratique canine, et alors qu'il y a aussi des choses qui peuvent se faire pour les praticiens en rural. D'ailleurs, il était inscrit, donc je ne sais pas s'il a pu se joindre à nous. Sinon, Julien, bon, prépare-toi. On se voit d'ailleurs tout à l'heure pour préparer le webinar de dans un mois. Donc voilà un petit peu les événements. Si vous avez des questions pendant le webinar, surtout vous les mettez dans le chat et puis on y reviendra à la fin. Le but du jeu, c'est toujours un peu pareil, c'est de vous relâcher vers 13h30 après 15 minutes de questions maxi. Alors, moi, je peux rester. Voilà, je sais bien qu'on a certaines obligations, donc l'objectif est toujours de faire assez compact pour pas que vous soyez trop embêtés sur le temps du midi, bon appétit pour tous ceux qui certainement mangent en regardant ce webinar. Pour les prochains webinars, donc comme je vous disais, vous pouvez
retrouver tous les replays sur la chaîne YouTube. Je vous mets des petits liens, comme d'habitude, vous pouvez vous y abonner. Et puis, vous avez aussi les webinars que je retranscris désormais en podcast assez rapidement. Donc, c'est moins riche parce qu'il y a quand même du visuel, mais si on a un trajet en voiture, on peut en profiter un petit peu. On va donc revenir sur les événements visités qui ont permis de vous distinguer cette synthèse et de vous faire cette synthèse des innovations en santé animale depuis 6 mois, avec quelque part un enchaînement assez dingue. Je n'avais pas prévu ça l'année dernière qui pourrait y avoir ça. Alors, je dirais que voilà, il y a les événements classiques, le CES, le VMX, j'ai la chance d'y aller depuis plusieurs années, mais c'est ajouté à ça une participation au Hackavet, donc qui est un hackathon, donc pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas cet événement-là, qui est organisé à Alfort. C'est une initiative d'innovation avec pour but d'inventer des solutions, numériques ou pas, mais il y a souvent du numérique dedans, pour résoudre les problèmes de la profession avec la participation en fait de plutôt des étudiants. Donc c'est assez intéressant de eux voir comment ils voient le monde. Ensuite, j'ai eu la chance courant avril et tout début mai de faire un peu les réunions des deux géants de la santé animale. On va en reparler un peu, vous allez voir comment ça s'organise avec le Vet Symposium de Royal Canin et quelques annonces, et puis le Global Summit de Purina, donc Nestlé Purina, qui avait lieu aux États-Unis. On a également eu ensuite un bel enchaînement avec les universités de printemps du SNVEL. Je vous en ai déjà parlé puisque le webinar de la prochaine fois avec Julien est une reprise de ce qu'il a pu dire là. Et puis Vivatech, là aussi un classique pour moi, et Numanima, là aussi où il y a eu des choses assez intéressantes. Donc c'est vrai que du coup, enfin, ça me faisait penser, j'essaie de voilà, est-ce que 2025 ne sera pas, quand on regardera avec le retour, la vraie année de naissance de la e-santé animale avec voilà, une prise en compte dans les événements classiques, on retrouve des choses, des géants qui se dévoilent plus. Alors, je dirais que Mars Petcare, ça fait longtemps qu'on a bien vu que ça les intéressait. Nestlé Purina, ça a l'air plus net maintenant, avec différents événements cette année. Et puis aussi des institutions. C'était quand même une bonne chose que le syndicat, le SNVEL, s'empare du sujet de l'IA au cours d'un événement. Et puis VetIntech et le Hackavet qui ont aussi complété ça. Le tout donne une impression de mouvement avec des sorties de nouveaux outils, des annonces. Alors, parfois, ils sont dévoilés alors qu'ils ne sont pas encore accessibles. C'est juste pour dire on travaille dessus et on va vous sortir des choses sympas. Des innovations biologiques aussi qui sont liées à de la technologie, mais plutôt sur la détection de certaines choses. Et tout ça, ça crée des nouvelles perspectives. Et on voit aussi, je vous en reparlerai un petit peu sur la fin dans les perspectives, des regroupements, des mouvements, enfin voilà, des choses qui montrent qu'on a un environnement de la e-santé animale et des innovations en santé animale qui est finalement assez dynamique et qui, voilà, peut-être une forme de maturité qui commence à émerger. Si on revient un peu plus en détail sur certaines tendances qui, moi, en tout cas, me sont venues, alors peut-être que vous lirez d'autres choses ailleurs, c'est toujours pareil, hein, vous connaissez, si vous m'écoutez de temps en temps, c'est ma façon de voir les choses. Ça vaut ce que ça vaut. C'est déjà, j'ai refait cette slide, je l'ai un peu mise à jour avec voilà des acteurs majeurs, des grandes entités. On voit Mars Petcare d'un côté, Nestlé, je vous en ai parlé, mais aussi de l'autre côté, Merck, qui est MSD Santé Animale, qui a aussi fait des acquisitions dans la donnée. Zoetis avec son VetScan. On voit aussi d'autres entités, j'en reparlerai, qui se mettent en place avec WeSings, qui, à travers le collier Invoxia et la litière connectée Kermitou, commence aussi à constituer des choses. Donc, on sent qu'on a tout un tas d'acteurs qui, auparavant, étaient essentiellement là pour vendre des produits, voilà, de l'alimentation ou des médicaments, bien sûr, qui qu'on commence plutôt à être des gestionnaires de données au sens large du terme. Et ça, c'est quelque chose qui probablement va être à suivre de près parce que ça va être, je dirais, probablement un des moteurs principaux des changements dans notre façon de travailler. Comme je vous l'ai dit, Mars Petcare était déjà bien présent dans tout ce qui était numérique en santé animale, en particulier avec une acquisition de Whistle, le dévoilement de certaines IA. Un autre gros acteur était
en préparation de différentes choses, à bas bruit, on va dire, et sous les radars, mais là, c'est affirmé plus nettement avec Nestlé, donc Nestlé Purina, qui a sorti une gamme qui s'appelle Petivity. Petivity avec des objets connectés, des outils de diagnostic, le tout étant dévoilé lors d'un grand sommet uniquement consacré à l'IA et de très grande qualité. J'ai eu la chance d'être invité et c'est vrai qu'il y avait que des pointures qu'on parlait avec des choses assez complexes et qui étaient très intéressantes. Nestlé voilà, qui a aussi cette volonté, tout comme le fait déjà Mars Petcare, de développer l'univers PetTech avec, par exemple, un événement qui était en parallèle de Vivatech. Donc Vivatech qui est plutôt un événement pas du tout consacré à la e-santé, mais là, voilà, il y avait la volonté de Nestlé Purina de réunir des gens de l'écosystème PetTech, on va dire, ça se poursuit aussi au futur London Vet Show. Donc je vois des questions qui commencent à arriver. On les mettra, on en discutera après, parce qu'en plus c'est super intéressant. Merci pour ta question, Benoît, donc n'hésitez pas. Donc je disais donc que la suite de Nestlé Purina, c'est le fait d'être sponsor au prochain London Vet Show du Cercle des Startups. Donc voilà, on voit cette velléité d'assurer un écosystème. Et si je remonte même à ma slide précédente, on voit que par exemple Mars Petcare, il y a LEAP. LEAP, en fait, c'est LEAP Venture qui fait en fait des académies ou des studios pour développer des petites startups en santé animale. Donc en gros, faire grandir des petits éléments. Et Nestlé a la même chose avec Unleashed, qui est aussi une entité qui a vocation à faire grandir des petites entreprises en santé animale. Donc, si vous connaissez des initiatives naissantes en santé animale, ça peut être des parcours intéressants. Donc voilà, des géants en tout cas qui s'intéressent de plus en plus et qui mettent de plus en plus de moyens et qui vont aussi chercher des partenariats importants. Là, ici, on revient à Vivatech avec Royal Canin qui a fait une conférence donc, qui était en public. C'était assez intéressant de voir parce qu'il était quelques vétos présents, mais il n'y avait pas que des gens du monde veto, pour expliquer un partenariat avec IBM. Donc là aussi, on voit que c'est des alliances avec des gros acteurs, c'est pas du bidouillage qui peut être super intéressant. Mais là, voilà, des gros acteurs avec l'idée derrière de fournir à IBM des vidéos analysant le comportement alimentaire des chats pour essayer voilà, de voir si on pouvait analyser ça de manière un peu plus professionnelle parce que on avait des limites. En fait, c'est simplement que jusqu'à présent, ces vidéos-là, elles étaient regardées par quelqu'un qui labellisait les comportements. Donc forcément, c'est fastidieux, c'est long, c'est peut-être aussi un peu imprécis. Et donc voilà, Royal Canin a présenté ses résultats avec IBM et a, je dirais, montré le chemin vers des protocoles d'études cliniques augmentées par l'intelligence artificielle, comme on peut le voir sur cette illustration, avec voilà, une capacité à étudier tous les comportements alimentaires beaucoup plus vite, de manière beaucoup plus fine, et donc d'appliquer ensuite cette analyse à tous les protocoles d'essais cliniques. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. On avait eu aussi une autre présentation dans la même idée, mais sur le médicament, lors de l'université de printemps du SNVL par Jean-François Ravier de Boehringer Ingelheim, qui montrait à quel point l'IA devenait maintenant impliquée dans les protocoles de recherche clinique pour des nouvelles molécules. Donc, attendez-vous probablement à avoir prochainement des aliments ou des médicaments où ça sera marqué AI ou intelligence artificielle fabriquée grâce à l'intelligence artificielle ou ce genre de choses, c'est probablement des choses qui vont arriver. Des partenariats internationaux, donc là je vous ai parlé de Royal Canin et d'IBM, donc voilà, des gros qui se mettent ensemble. Il y a aussi un partenariat en cours entre Royal Canin et Philips pour certaines gamelles connectées. Et puis d'autres types de partenariats. Ici, on a un autre exemple, là aussi présenté à Vivatech avec PetNow. PetNow, je vous en ai déjà pas mal parlé. C'est une entité coréenne qui fait de la reconnaissance faciale grâce à la truffe du chien et à la face du chat, avec des notions de validité assez intéressantes. Ils ont fait là aussi des finales dans des entités comme le Orange Hackathon API. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros comment Orange cherche à développer des passerelles entre différents services. API, ça veut dire passerelle, en gros, je simplifie. Donc, et ça a permis de mettre en place un système d'alerte locale en temps réel, c'est-à-dire que
alors c'est en cours de développement, il y aurait des envois de SMS localement autour de là où l'animal s'est perdu pour inciter des gens à flasher le QR code, enfin flasher le QR code, ben non, flasher la truffe des chiens qui seraient errants pour essayer de retrouver les animaux. Donc on voit, voilà, Orange Pet Now, là aussi, des grosses entités, on parle d'IBM, on parle d'Orange, qui s'intéressent en fait à notre monde de la santé animale. Ça aussi, c'est une tendance assez intéressante. Une autre tendance que vous avez peut-être pu voir vous aussi, mais que moi j'ai étudié plus particulièrement, c'est les fameux scribes, donc qui sont en pagaille, voilà, dans le sens où il y en a vraiment de plus en beaucoup, en très grand nombre, en très grande quantité. Les premiers mois que j'avais aperçus, c'était en janvier 2024 au, au VMX à Orlando, donc l'équivalent de la VAC américain. Et donc là, depuis, ça s'est beaucoup développé. Ils sont là en France hein, depuis plusieurs mois, je dirais. Donc, qu'est-ce que c'est un script? Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce mot-là, bah, ça porte bien son nom. C'est-à-dire qu'imaginez, vous êtes en consultation, il y a Madame Michu qui rentre, vous lui demandez est-ce qu'on peut enregistrer pour faire un compte-rendu? Elle vous dit oui, vous faites REC. Ça écoute tout ce qui se dit, les choses intéressantes, les choses moins intéressantes, si vous parlez de la pluie du beau temps, et ça fait des comptes rendus qui vont résumer l'essentiel médicalement. Donc ça va faire le ménage, ça va retenir que les bonnes choses, ça marche plutôt bien. Moi, j'avais vu les premières démos en anglais, j'attendais de voir en français. Et franchement, les solutions sont correctes. Ça n'empêche pas la relecture, hein, bien sûr. Après, voilà, je suis curieux de voir l'installation dans le paysage français, même si je ne doute pas qu'il va arriver. On a quand même certaines législations, voilà, sur le droit du travail. Est-ce que tous les salariés vétérinaires, par exemple, vont être OK pour être enregistrés? On a aussi, voilà, le fait de valider l'enregistrement, comment les données sont conservées après. Donc, à suivre avec des acteurs en France qui sont déjà présents, hein. Je les ai mis, voilà, HVC Premium, Vettoker, Vetomatic, Vetelive, Blablavet, RecVet, qui a gagné d'ailleurs le prix de thèse de VetIntech, et Covet, qui est également en train d'arriver en France. Et puis, il va y en avoir certainement d'autres. On va assister probablement dans ce domaine-là à quelque chose de comme ce que vous avez pu voir pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, dans le domaine de la prise de rendez-vous en ligne, où il y a eu plein d'acteurs qui se sont précipités sur le marché parce que c'était un marché intéressant et pas trop compliqué à faire en fait, hein, même si c'est pas si simple que ça. Et puis bah probablement voilà un peu comme pour la prise de rendez-vous en ligne, rendez-vous dans 5-10 ans et il restera quelques acteurs qui seront un peu consolidés, qui seront regroupés et ce sera d'un usage courant. Une autre technologie qui, alors non pas, c'est pas une innovation, mais c'est pour moi une percée. En fait, imaginez, voilà, je sais pas si on voit correctement, mais imaginez une sorte de rond ou de rectangle, en fait, enfin quelque chose d'assez petit qu'on met à proximité d'un animal hospitalisé et qui va être capable de vous fournir la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire à partir de l'analyse de micro-ondes radar Doppler, on va dire, pour simplifier. Donc, ça veut dire des petites variations qui vont être captées et qui vont permettre de manière fiable hein, d'obtenir fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et même pourquoi pas température. Donc, cette technologie radar qui était, je dirais, nouvelle, que j'avais vue en 2022 pour la première fois au VMX avec VetGuardian, qui étaient des étudiants d'une startup, voilà, qui se sont développés. Et puis petit à petit, cette technologie a été reprise. Et au dernier CES, donc Consumer Electronics Show à Las Vegas, c'était développé par 3 solutions. Des solutions non spécifiques vétérinaires comme Potosense et iPetSuite. iPetSuite, c'était des Taïwanais de mémoire. Et Waldar, qui est un nouveau venu dans le domaine vétérinaire avec le Waldar, qui est voilà, ce radar de technologie Doppler qui permet de faire du monitoring sans contact. Donc, c'est assez intéressant parce qu'en plus, dans la mesure où je dirais sans fil, c'est aussi imaginable à domicile. Donc, ce qui était d'ailleurs le cas, par exemple, pour iPetSuite, les Taïwanais, comme souvent dans les solutions asiatiques, ils imaginaient ça plutôt à la maison, quoi. Dernier point, ou avant-dernier point, plutôt des grandes tendances, c'est cette présence chinoise dans la santé animale qui se confirme. Alors,
bien sûr, ils sont présents chez eux, ça, on s'étonne pas. Mais c'est vrai qu'on avait un peu deux mondes, deux univers, avec, voilà, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire chez eux. Ils venaient pas tellement sur les marchés européens et anglo-saxons. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est en train de changer. Moi, j'avais vu les premiers prémices de ça au VMX en 2024 avec quelques exposants, beaucoup plus net au London Late Show 2024 en novembre. Et puis là, au VMX 2025, c'était extrêmement net avec voilà, presque une trentaine d'exposants dans des domaines comme le petit matériel, les analyseurs et puis même des matériels plus importants. Voilà. Euh, mon hypothèse principale, c'est qu'il y a dû avoir un programme d'État quelque part en Chine, puisque ça vient tous de Chine, hein, qui a dit, bon, le secteur de la santé animale, c'est bon, on se débrouille chez nous, on va aller pouvoir se développer ailleurs. Et donc, pour l'instant, j'attends. Attendons de voir, est-ce que le marché français va être considéré? Est-ce qu'à la vague 2025 à Marseille, où j'aurai le plaisir de retrouver certaines d'entre vous, on va retrouver des stands chinois, c'est à voir. Donc à suivre, mais c'était une vraie tendance qui était retrouvable sur les événements internationaux. Dernier point, on parle de l'international et je voudrais juste en parler à but d'éveil, on va dire, mais c'est vrai que la donne a quand même changé et à Vivatech en particulier, la notion de souveraineté était présente. Qu'est-ce que c'est la souveraineté? C'est le fait d'avoir une forme de contrôle sur toutes ces données numériques et de pouvoir avoir une forme de liberté dans leur usage, on va dire ça. Jusqu'ici, hein, c'était tranquille. Hein, voilà, on fonctionnait dans un système où globalement, si les données étaient hébergées chez les Américains en particulier, bon, on s'inquiétait pas trop, on se posait pas tellement la question de est-ce qu'on allait y avoir accès de manière éternelle ou pas. Bon, vous êtes au courant qu'il y a eu des petits changements depuis le début de l'année de l'autre côté, et donc on a voilà, des vraies prises de conscience du fait que ce qui était éternel jusqu'à présent sur l'hébergement des données ne le sera peut-être pas ou pourrait ne pas l'être. On a aussi la considération entre l'IA Act européen et le Cloud Act américain qui fait qu'on peut avoir des divergences de points de vue. Et donc, ce que j'ai retrouvé en tout cas à Vivatech et qui pourrait peut-être impacter sur l'usage et les données en santé animale, c'est la volonté d'héberger européen pour se sécuriser sur l'accès aux données. C'est vrai que voilà, c'était pour vous en faire part parce que c'est quand même quelque chose qui est très présent et qui peut avoir des impacts importants sur notre façon de fonctionner. J'en viens maintenant après ces tendances-là. Donc, comme je l'ai dit, je vois d'autres questions qui apparaissent, n'hésitez pas, hein, que ce soit sur les tendances ou là sur les nouveautés dont je vais vous parler. Donc, à vous parler de 5 nouveautés, alors qui vont vous épater, je m'avance peut-être un peu, mais moi, en tout cas, quand je les ai vues arriver, j'ai fait waouh, ça c'est pas mal quand même, et ça change un peu la donne. Euh, Peut-être le premier, parce que enfin, chronologiquement, c'était le premier, c'était au VMX. Alors, au CES à Las Vegas, bon, c'est pas orienté spécifiquement santé animale. Et puis, c'était un CES un peu calme, on va dire, au niveau grande innovation. Par contre, au VMX, il y a IDEX qui a présenté le cancer des X. Le cancer des X, comment ça fonctionne? À partir d'une simple prise de sang, on peut dire, on va avoir la recherche de biomarqueurs spécifiques qui sont liés au lymphome canin. Donc ça veut dire que plusieurs semaines, voire même plusieurs mois avant l'expression clinique d'un lymphome, on va pouvoir en routine dépister, alors avec une spécificité à 99% qui est bonne, une sensibilité qui n'est pas parfaite à 74%, mais je pense qu'ils vont continuer à travailler dessus. Mais malgré tout, voilà, pour la première fois, on commence à avoir des outils qui vont nous donner en quelques jours, 2, 3 jours, des résultats voilà, qui vont permettre de dépister quelque chose ici comme le lymphome canin qui, plus c'est pris tôt, mieux c'est. Alors ça nous fait des nouvelles façons de raisonner aussi médicalement, et d'autant plus que là, bien sûr, j'ai été posé la question responsable à la fin, là c'est le lymphome canin, mais est-ce que vous avez en stock d'autres
cancer à venir? Et bien entendu, la réponse est oui. Et bien entendu, ce genre de recherche pourrait s'appliquer aux chats aussi, avec d'autres types de cancers. Donc, notre façon d'aborder l'oncologie va probablement changer dans les années à venir en médecine vétérinaire. Deuxième sujet, qui est pas tellement une innovation quand on y pense, mais c'est plus une innovation par l'ampleur que ça peut prendre, c'est donc l'existence de bases de données en radiologie qui sont spectaculaires. Ici, c'est donc, lors du VET Symposium de Royal Canin, la présentation de RapidRead, qui est la solution de radiologie de Mars Petcare, alors qui est malheureusement pas disponible en France pour l'instant, mais bon, ça viendra certainement un jour. Donc, ce qu'ils ont présenté, c'était la première fois qu'ils montraient ça de manière publique, entre guillemets, c'est la puissance de feu, en fait. Hein, voilà. 20 spécialistes bordés en radiologie, 15 data scientists pour travailler sur une base de 125 millions de radios captées par Antech, puisque Antech est une solution de radiologie dont Mars Petcare a fait l'acquisition. Donc on se retrouve avec 16 millions de radios sélectionnées qui sont analysées par l'IA, dont 900 000 sont labellisées à la main. Ça veut dire que les spécialistes se lisent toutes les radios et disent ce qu'ils en pensent et comparent. Ça aboutit à des systèmes avec 68 lésions dépistables et voilà, des modèles assez puissants en termes de recherche. Donc là aussi, ça montre qu'en y mettant les moyens et en ayant les moyens, on se retrouve avec des grosses des solutions vraiment assez spectaculaires. Et l'autre annonce qui a été faite à ce moment-là et qui a été ensuite annoncée de manière encore plus officielle quelques semaines plus tard, c'est la sortie d'IA encore plus spécialisée pour certaines images. Là, ici, on parle de la dentisterie, la radiologie en dentisterie. Jusqu'à présent, on avait SignalPet qui faisait un modèle qui repérait des lésions. Là, on a un modèle qui repère des lésions et qui est même capable de signifier sur quelle dent exactement c'est concerné. On a une analyse en une dizaine de minutes, donc qui est compatible aussi avec le fait de prendre la radio et d'avoir un animal endormi pour lequel il faut qu'on ait un résultat rapide. Donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir le développement de ces IA un peu spécialisées en imagerie qui ont été annoncées de ce côté-là. Autre chose qui a été annoncée, toujours lors de ce VET Sympo, et j'avoue que là, j'étais ravi de voir cette annonce parce que c'était envisageable qu'ils aient la capacité de le faire, mais entre pouvoir faire et faire, c'est autre chose. C'est ces fameux index prédictifs de pathologie. Donc, vous m'avez peut-être déjà entendu parler du Renal Detect, qui est un indice de détection du déclenchement de la maladie rénale chronique. Donc, avec toujours le même principe qui est un peu choquant la première fois qu'on y est confronté, c'est le fait comment dire, de rentrer des données qui théoriquement n'ont pas grand-chose à voir avec la pathologie, ou en tout cas pas complètement, et d'avoir un index prédictif qui vous dit, bon, aujourd'hui, l'animal n'a rien, mais dans les 1 an, 2 ans, il va déclencher la maladie et de manière fiable statistiquement. Donc c'est toujours un peu perturbant parce qu'on entre vraiment dans de la médecine prédictive forte, on va dire. Et donc ce qui existait pour les reins, en fait, la maladie rénale chronique chez le chat va désormais pouvoir exister. Alors, c'était une annonce, on sent que c'est pas encore prêt, les publics sont pas sortis, mais voilà, c'est pour montrer à quoi ça va ressembler avec le Diabetes Risk Predict, donc en gros indice prédictif de diabète, qui a été entraîné sur 600 000 chats, 2 millions de visites, donc avec des prises de sang régulières qui ont permis de faire cet algorithme. Et donc, à partir des éléments suivants, glucose, phosphore, PAL, numération formule, race, âge, sexe et poids, eh bien, on peut avoir cet indice prédictif. Donc là aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est des choses qu'on peut obtenir dans beaucoup de cliniques qui sont de plus en plus équipées avec du matériel de biologie. Donc, comment ça marche cet index prédictif? Tout simplement, à partir de ces éléments qui sont rentrés dans l'outil, on nous affiche qu'il n'y a pas de risque du tout, pas de risque à 3 mois, pas de risque à 12 mois.
Donc voilà, ça nous indique en fait, ou alors à l'inverse, bah, risque à 3 mois, risque à 12 mois. Donc quand on a un animal par exemple qui est à risque à 3 mois, ça veut dire que de manière vraiment fiable statistiquement, on va avoir en fait un animal qui va déclencher son diabète dans 3 mois. Donc pour l'instant, spécificité, sensibilité, pas parfaite non plus, mais je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont annoncé, mais sans le présenter officiellement. Et ce n'est pas encore sorti, mais voilà, là aussi, dans ce qu'on va avoir à utiliser dans les années à venir, ces index prédictifs feront partie de la panoplie la plus utile. Autre outil, donc là on était sur, voilà, je vous ai montré la radiologie, les index prédictifs, c'est aussi ces biomarqueurs de IDEX qui sont intéressants. Là on passe plus à un outil qui a été présenté lors du Global Summit de Purina Nestlé, donc à Saint-Louis, avec cette fameuse litière connectée qui a déjà une première vie. Et récemment j'ai déménagé et dans ma cave, j'avais un exemplaire de la Tyleo, donc qui est la litière de base qui a servi à faire cette idée-là. Donc l'idée générale, c'est d'avoir un plateau qu'on met sous une litière, n'importe laquelle, en fait, avec des capteurs, 5 capteurs bien répartis qui vont analyser en temps réel, mais de manière ultra fine, la pression sur chaque zone du plateau pour définir, entre guillemets, un profil éliminatoire de l'animal. Alors, là aussi, il faut avoir les moyens et les capacités, puisque c'est plus de 750 000 phases d'élimination qui ont été analysées pendant 4 ans pour commencer à entraîner un petit peu le modèle. Donc voilà, c'est pareil, tout le monde ne peut pas faire ça. Tout le monde ne peut pas faire ce genre de choses avec des vidéos qui sont assez épatantes, où on voit vraiment voilà, comment ça se passe, le chat qui entre dans la litière, qui renifle, qui creuse, qui se pose voilà, pour faire sa posture d'élimination. Petit peu hip flexis, donc petit réflexe de bassin pour finir, recouvrir et sortir de la boîte. Donc ça, c'est le profil de ce chat avec les habitudes de ce chat-là. Et c'est assez intéressant de voir toujours dans ces domaines-là que chaque chat a son comportement éliminatoire et c'est le suivi de ses habitudes qui est intéressant avec des dépistages de tendance. On voit ici, par exemple, bah, la quantité de fois où l'animal a uriné dans une journée, ou la quantité de fois où il a déféqué dans une journée, la quantité de fois aussi où il est venu dans la litière sans rien faire. Donc, bien évidemment, on imagine tout de suite à quoi ça peut servir en termes de surveillance pré- ou post-pathologie, que ce soit sur les troubles urinaires ou sur les troubles défécatoires. On avait une super conférence sur comment les troubles défécatoires de l'animal insuffisant rénal chronique, enfin du chat souffrant de MRC, étaient vraiment intéressants selon, je ne sais plus quel spécialiste qui nous avait expliqué ça, mais son exposé était vraiment super intéressant. Et puis, bien sûr, ça fait aussi autre chose. Ça pèse l'animal à chaque fois qu'il va éliminer. Et ça, on sait que le suivi du poids chez le chat, c'est vraiment quelque chose de super pertinent pour suivre sa bonne santé, avec là aussi des alertes dès que la courbe de baisse de poids ou de hausse de poids, d'ailleurs, suit des profils anormaux. Donc, ça veut dire que là aussi, tout ce qui est dépistage précoce de problèmes chez le chat, qui est un animal particulièrement silencieux, bah, vont là aussi changer pas mal de choses quand ce genre d'outil va être utilisé. Ça, c'est sorti aux États-Unis, donc il y a quelques mois, dans la gamme Petivity, avec la Smart Litter Box, et pour l'instant non disponible en Europe, enfin, ou réessayé, peut-être ça a changé depuis 2 mois. J'avais essayé de la commander. En fait, c'est pas commandable sur notre territoire pour l'instant. J'espère que ça viendra. Dernier point, là aussi chronologiquement quelque part, ça s'est bien goupillé, c'est vous reparler d'un outil dont j'ai déjà parlé en fait, puisqu'il n'est pas nouveau en termes d'outils, c'est le collier proposé par Invoxia, donc un collier bon, qui peut être utilisé sur tous les animaux de plus 7-8 kilos, je dirais. Enfin, en tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est encore un peu gros pour les tout petits animaux, même s'ils progressent de ce côté-là. Donc, on a de l'IA à l'intérieur pour dépister certaines anomalies. C'est un collier, oui, je n'ai pas précisé, qui mesure l'activité de l'animal, classique, qui fait GPS aussi, mais qui va aussi mesurer des choses comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire. Donc là aussi, par des systèmes de radar un peu similaires à ceux dont j'ai parlé pour le monitoring à distance un peu plus tôt. Donc,
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a de l'IA à l'intérieur pour dépister les variations de signes biologiques, mais on a aussi de l'IA vers l'extérieur, c'est-à-dire que voilà, avoir des données, c'est bien, mais pouvoir raconter un peu une histoire aux propriétaires d'animaux, c'est mieux. Et donc là, dans ce Invoxia a créé un partenariat avec Mistral, donc l'intelligence artificielle française, pour que chaque jour les données puissent être expliquées aux propriétaires sous forme d'une petite histoire où c'est le chien qui prend la parole et qui va expliquer à son maître bah, aujourd'hui ça allait bien, j'étais dans la norme, j'ai une activité correcte, je me suis beaucoup reposé, pas beaucoup reposé. Donc, plutôt que d'avoir des données brutes avec du rouge, du vert qui peuvent être un peu flippants, probablement que là aussi, si on avait quelque chose d'anormal, on aurait une histoire qui serait bon, aujourd'hui, c'était un peu différent, on va quand même surveiller ça. Et puis, en allant peut-être jusqu'à, bah, il faudrait prendre contact avec ton vétérinaire, avec mon vétérinaire plutôt, vu que c'est le chien qui parle, pour voir ça. Donc ça, voilà, cet outil-là, il existait, il avait cette évolution avec le partenariat avec Mistral, et puis on a franchi un cap supplémentaire, c'était le 25 juin, c'était lors du Numanima organisé par VetIntech, et voilà, moi, j'adore ces moments où on voit un truc et on fait waouh, il y a l'histoire de la médecine vétérinaire qui est en train de se présenter sous mes yeux. C'était présenté par Valérie Chetboul qui travaille avec Invoxia et qui s'intéresse à ce collier depuis plusieurs années maintenant, depuis une première rencontre d'ailleurs à Numanima avec VetIntech. Et elle a réussi à enrôler une cohorte suffisamment nombreuse de chiens pour essayer de repérer qu'est-ce qui était la normalité. Parce que je dirais qu'avant de dire il y a un problème, ça peut être bien de savoir qu'est-ce que c'est que la norme avec ces outils-là. Donc, avec des découvertes assez étonnantes, hein, voilà, je pourrais y passer du temps et il faudrait presque l'inviter pour en reparler, que ce soit sur l'âge de l'animal et l'influence sur la fréquence cardiaque, la fréquence respi, le climat aussi, mais surtout, je dirais, sur la prédictivité, c'est-à-dire qu'elle pense qu'un jour, et on tendance à penser qu'elle a raison sur ça, vu qu'elle est experte dans ce domaine-là, que grâce aux détections de certaines évolutions assez anodines, en fait, en tout cas non visibles cliniquement, on pourrait dépister voilà, des problèmes type des œdèmes et du poumon plusieurs semaines avant leur survenue. Donc voilà, toujours pareil, intervenir de manière prédictive et personnalisée pour éviter d'intervenir plutôt comme des pompiers sur des phénomènes en crise. Donc là, voilà, ça c'était vraiment assez intéressant et c'est à suivre de près parce que je pense que c'est très prometteur. Donc voilà ces outils qui sont les choses qui, j'espère, vous aurez pâté vous. Alors n'hésitez pas à poser des questions, à dire aussi dans le chat si c'est des outils qui vous intéressent ou pas, ou si ça vous fait peur de vous retrouver avec ça sous la main. Là, je voulais finir dans les quelques minutes qui me restent avec à nouveau des tendances, mais plutôt sous forme de perspective, c'est-à-dire que toutes ces évolutions-là, elles sont dues à la base à des évolutions au niveau matériel, c'est-à-dire des cartes graphiques, donc des capacités de calcul qui sont de plus en plus puissantes et dans des volumes accessibles. C'est-à-dire qu'avant, voilà, il fallait un data center complet pour faire certains calculs. Aujourd'hui, ça tient dans votre PC, pour simplifier. On a aussi la miniaturisation qui participe au progrès. Je vous ai parlé du collier Invoxia qui avait déjà pas mal rétréci, qui va certainement rétrécir encore plus à l'avenir avec voilà, des batteries qui sont minuscules, qui tiennent sur le bout d'un ongle, la capacité peut-être aussi à utiliser l'énergie solaire ou l'énergie cinétique. Donc on a tout un tas d'évolutions matérielles qui ont un impact sur les capacités de calcul et donc ce qu'on est capable de sortir des données, en combien de temps on est capable de les sortir. Un autre phénomène qui est peut-être à prendre en compte et qui va pas être évident à manipuler, pour le coup, ça va pas être votre préféré pour les praticiens, c'est qu'on a des pets parents qui sont probablement prêts à intégrer l'IA pour leur propre santé. Et j'ai tendance à penser que si c'est OK pour leur santé, ce sera OK pour la santé de leurs animaux. Il y a une enquête qui a été assez spectaculaire en avril sur ça, avec en particulier ce chiffre, hein, 68%, donc les 2 tiers des 18-24 ans, qui ont déjà eu recours à une IA générative pour leur santé. Donc typiquement, qu'on demandait à ChatGPT, tiens, j'ai ça, qu'est-ce que tu en penses? Et surtout, 60% qui ont suivi les avis reçus par cette IA. Et le plus terrible, il y en a 17% qui ont suivi les conseils sans même
se renseigner auprès d'un médecin pour savoir si ces conseils étaient valables. Je pense qu'on peut faire probablement la même chose avec, voilà, 68% des 18-24 ans ont déjà eu recours à une IA générative pour évoquer la santé de leur animal et X% ont suivi les avis reçus et sans même demander un avis à leur vétérinaire. Donc voilà, ça c'est probablement à prendre en compte parce que ça changera ce qui va se passer dans les salles de consultation. Il y a eu aussi du mouvement, et ça, c'est peut-être aussi assez nouveau qu'on ait du mouvement assez dynamique dans notre domaine, qui était assez lent. Voilà, les choses se construisaient tranquillement. Donc, je vous ai parlé d'un mouvement massif avec Nestlé Purina qui signait son entrée dans la PetTech de manière plus nette. Mais il y a aussi eu des mouvements avec en particulier trois qui m'ont marqué. Le premier, c'est Invoxia, donc ce fameux collier qui a fait l'acquisition de Kermitou, qui est une litière connectée dont je vous ai déjà parlé ces dernières années. Et donc voilà, on sent la volonté d'Invoxia chapeautée par WeSync, qui est peut-être vous connaissez les mondes connectés, les balances connectées pour les humains cette fois-ci. Voilà, de se positionner comme un acteur de la PetTech, comme aussi un gestionnaire de données. On a eu, toujours dans les données, Tractive et qui a racheté Whistle. Alors ça, c'était un peu plus surprenant. Mars Petcare qui se sépare de Whistle, son collier connecté. Donc il a cédé à Tractive qui hyper dominait le marché. Donc ça explique peut-être que Mars a dit, bon, on laisse tomber, on a essayé, mais gérer des colliers connectés, c'est plus compliqué que gérer des données. Donc voilà, le deal n'a pas été révélé, ni financièrement, ni sur les modalités. Voilà, je ne serais pas surpris qu'il y ait un deal avec le fait de pouvoir continuer à accéder aux données de tous les colliers détenus par Tractive en échange de Whistle ou ce genre de choses. Ça ferait smart, hein, comme ils disent là-bas. Et dernier deal à surveiller, voilà, vous voyez le logo Amazon et vous êtes probablement un certain nombre ici à être utilisateur d'Amazon. Amazon a passé un partenariat avec VetSource. VetSource, c'est une des centrales d'achat, on va dire pour simplifier, qui existe aux États-Unis, plutôt une grosse, hein. Et donc avec l'idée de livrer aux clients Amazon via Amazon et via VetSource des médicaments, des aliments. Donc Amazon mettait déjà voilà, des petits doigts de pied dans notre domaine avec des stands au VMX, au London Vet Show que j'ai déjà vu, des stands d'Amazon Business. On voit qu'ils s'intéressent à nous, donc à surveiller parce que là aussi ça fait partie des mouvements qui pourraient avoir de l'impact fort. Euh, Autre chose donc peut-être, alors ça c'est moi, hein, comme je vous ai dit, c'est ma vision subjective de tout ça. Je pense que j'avais pas bien perçu jusqu'à présent, c'est l'intérêt de ces fameux omics. Donc les omics, c'est en fait tout ce qui est du domaine du génome, des protéines, des métabolites qui peuvent se trouver dans un organisme, animal ou humain d'ailleurs. Et la capacité qu'on a maintenant à les quantifier et à analyser leur évolution dans le temps font que grâce à l'IA et le dépistage de tout un tas de molécules dont certaines vous n'avez jamais entendu parler, on arrive à dépister par la bande la survenue possible de certaines maladies. Donc, à garder dans un coin de votre mémoire sur ces fameux omics qui, à mon avis, là aussi vont changer pas mal de choses. Je pense qu'on peut ranger dans cette catégorie ce dont je vous ai parlé avec IDEX et son cancer DX. À mon avis, c'est de l'analyse de certains métabolites et donc des omics qui leur permet d'avoir cette capacité à diagnostiquer le lymphome en avance. Tout ça, c'est pas une autre chose que je voulais évoquer, c'est à quel point c'est pas évident en fait tous ces changements. Alors même pour moi, qui j'aime plutôt bien ça et qui suis toujours euh, à l'affût, je dirais, je pense qu'il y a quelque chose qui illustre bien ça, c'est le nouveau InView DX d'IDEX. Donc c'est un nouvel appareil d'analyse de cellules. Jusqu'à présent, voilà, qu'on ait un appareil d'analyse de cellules classiques qui sont nos yeux avec un microscope, ou même un appareil comme le VetScan Imagis de Zoetis qui lit une lame, donc qui la scanne et qui l'analyse, on reste sur quelque chose, cette lame colorée qu'on a tous vue d'une façon ou d'une autre et qu'on est tous capables de plus ou moins critiquer, entre guillemets, c'est-à-dire d'analyser et de se faire son idée, bonne ou pas bonne, mais en tout cas, on a une forme de contrôle sur ce qu'on voit. Là, avec le InView DX Analyzer, en fait, ça va mettre dans une sorte de gel, ça va mettre en suspension les cellules et ça va les scanner en 3D et en plus, ça va mettre un colorant d'immunofluorescence.
Et typiquement, autant moi je sais lire une lame en 2D, enfin je savais à peu près, autant l'image qu'il en ressort de ce NVIDIA DX, je n'ai jamais appris à interpréter ça. Donc je n'ai pas d'idée de comment ça fait. Un peu sur la même idée, on a aussi ce qu'on appelle la black box, c'est-à-dire quand l'IA sort un résultat qu'on n'est pas capable, en tout cas, d'expliquer. Et c'est un peu le cas des index prédictifs, par exemple, sur le diabète ou sur les reins dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que là, voilà, l'index prédictif sortira un résultat, on saura, enfin, vous et moi, en tout cas, on n'aura pas tellement la capacité à critiquer et à dire, mais non, c'est en train de déconner, c'est faux. En fait, donc voilà, on arrive dans des zones comme ça où le contrôle qu'on a sur, non pas nos décisions cliniques, mais sur comment elles vont être influencées, est quelque chose qui est en train de drastiquement changer. Donc là aussi, tendance à surveiller. Et dernier point, dans les perspectives à surveiller, alors je pense que c'est pas encore complètement mature, mais je pense qu'on va y arriver plus vite que ce qu'on croit, c'est la possibilité, là cette fois, si on passe dans les innovations en santé animale, mais plutôt côté RH, d'avoir des agents IA qui vont réaliser certaines tâches d'habitude réalisées par des membres de votre équipe de clinique vétérinaire. Donc dans un premier temps, plutôt des ASV. Ici, vous avez Work Agent, qui est une compagnie américaine, mais en France, vous pouvez suivre, vous avez Alpaga, qui commence à proposer des choses comme ça, même si c'est en cours. Ils sortent tous les trois de Supélec, j'ai discuté avec eux, et voilà, on sent ils ont de la ressource. Donc, qu'est-ce que font ces agents IA? C'est des agents réceptionnistes qui réceptionnent les coups de fil pour donner des rendez-vous simples, pour fixer, remplir, compléter des dossiers. Ce sont des agents IA qui vont gérer des relances de facturation, qui vont aussi gérer les renouvellements de médicaments. Alors là, on est sur de la législation américaine qui est un peu moins complexe que nous, ou qui vont gérer les relances vaccinales, de prise de sang, de contrôle, de choses comme ça, et qui vont faire ça de manière relativement autonome, en fait. Hein. C'est-à-dire, voilà, vous fournirez éventuellement une liste de 10 personnes à recontacter, et ça va se faire tout seul sans que vous soyez là. Donc là aussi, les solutions que j'ai vues fonctionner, c'est pas mal. Moi, je trouve ça pas encore complètement mature, mais franchement, on va y arriver assez vite hein, quand on voit la capacité d'imitation vocale qu'ont les IA pour faire des choses qui sont. On a du mal de plus en plus à distinguer que c'est des IA. Donc, ce genre d'agent réceptionniste ou de prise de contact avec les clients vont probablement arriver là aussi dans les années à venir dans certaines équipes. Quoi. Donc j'espère que tout ça vous a intéressé. Si vous voulez suivre ça, je vous remets voilà, le lien du groupe WhatsApp. Vous êtes un certain nombre à y être pour vous inscrire si vous voulez suivre ça en live. Hein. J'essaie de partager vraiment le plus possible. Et puis justement, au niveau partage, bah, je vais continuer. J'ai la chance d'aller à plein d'autres événements dans les 6 mois qui viennent. Je faisais un peu le point et donc ça donne ça un peu. Hein. Donc le London Vet Show où je vais retourner, la VAC, bien sûr, je croiserai certains d'entre vous. Une nouvelle conférence, je n'ai jamais été, la Veterinary Business Conference à Florence, en Italie, qui est intégralement consacrée à l'IA avec des speakers plutôt de bon niveau que d'habitude je suis sur LinkedIn ou aux États-Unis. Et puis le CES et le VMX qui vont être un peu, voilà, comme d'habitude, le lancement de 2026 sur les innovations. Donc j'ai la chance d'aller là, je vous emmènerai comme d'habitude, je vous ferai aussi des webinaires grand public comme là. Et puis, je sais que certains d'entre vous sont dans des entités qui sont intéressées par la veille. Donc, si vous voulez euh, en savoir plus sur une offre de veille personnalisée, en gros, je me suis dit, bah, quitte à y aller, je peux faire des synthèses pour certains qui ne peuvent pas y aller, ou en tout cas pas aller à tout cela. Donc je vous mets d'ailleurs un petit sondage alors, ultra rapide, je ne vais pas le laisser longtemps, comme ça j'ai les contacts de ceux qui seraient intéressés par le fait d'en savoir plus sur cette veille, mon petit moment pub de ça. Bon, il y en a quelques-uns, de toute façon je comptais envoyer un petit mot à des gens avec qui je travaille d'habitude, avec qui Veto Network travaille pour leur en dire plus. Bon, j'ai fermé l'enquête, mais les autres, vous connaissez mon email, je vous l'ai remis dans le chat et on pourra en rediscuter ou je vous contacterai de toute façon.
Je vous rappelle également le prochain webinar avec Julien Le Tual, donc qui va vous témoigner de son usage de ChatGPT. Vous allez voir, c'est assez épatant. Il fait des comptes rendus en revenant de visites de rurales. Il a créé un chat GPT spécial pour que ses éleveurs puissent poser des questions sur la vaccination. C'est génial parce que c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit c'est exactement ça. Et à côté de ça, voilà, il est très curieux, mais c'est pas un hyper geek. Donc ce qu'il fait, vous pouvez le faire. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous inscrire. Je vous ai mis là aussi le lien dans le chat. On arrive sur la fin. Donc, je vais d'abord vous remercier et puis surtout, je vais remonter le chat et voir. J'ai vu qu'il y avait quelques remarques, quelques questions. Si vous en avez d'autres qui vous viennent maintenant, n'hésitez pas. Alors, je vois Benoît qui me dit est-ce qu'il y a un risque que les groupes et réseaux prennent une avance significative sur les indépendants dans le domaine de l'IA grâce à leurs moyens, leur taille et leur capacité à mutualiser? Euh, je, je pense pas, en fait. En tout cas, moi, je suis pas plus inquiet que ça. Pour l'instant, oui, mais je dirais comme pour tout. C'est-à-dire que tu pourrais dire, est-ce que les groupes et les réseaux ont une avance significative pour négocier le prix des médicaments qu'ils achètent? Bah oui. Pour autant, est-ce qu'il n'y a pas d'indépendants? Bah non. Pour l'instant, je rappelle qu'on est quand même dans un pays où on est à seulement, je dis seulement parce que dans d'autres c'est beaucoup plus, 25% de cliniques appartenant à des réseaux. Les autres sont toujours vivants. Je fais partie d'ailleurs au passage. Toi aussi, je crois. En tout cas pour l'instant, sauf s'il y a des nouvelles infos. Donc voilà, les outils sont utilisables. Je dirais que si un jour il pouvait y avoir un risque, ce serait mais ça n'a pas l'air d'être leur intention, en tout cas pour l'instant, parce que j'en parle régulièrement avec eux en disant, mais par exemple, prenons Mars Petcare, si un jour ils disent leurs index prédictifs sont strictement réservés aux cliniques appartenant à Mars Petcare, bah oui, là, il y aura une éventuelle distorsion de concurrence. J'aurais tendance à penser que, justement, si le fait qu'il y a une autre grosse entité ayant des cliniques, je pense à Nestlé Purina, puisque Nestlé Purina Nestlé détient des parts dans IVC Evidentia, qui est un autre gros réseau de cliniques. Donc, c'est très bien qu'il y ait de la concurrence. Voilà. À partir du moment où il y a de la concurrence, ça a moins de sens de faire de la restriction d'accès à certains outils. Et là, actuellement, et je vais même un peu plus loin, je dirais que là, aujourd'hui, toi tout seul, demain, tu te dis, allez, je me mets à ChatGPT à fond, ou allez, je vais chercher des outils comme ceux que j'ai présentés, bah, tu auras probablement plus de liberté pour l'implémenter chez toi et le tester chez toi que dans certains réseaux où parfois il y a une forme de lourdeur. Donc, bon, voilà, je suis pas, tu vois, pas inquiet de ce côté-là. Et tant que vous vous tenez au courant, que vous êtes dans ce genre de webinar ou d'autres et que vous avez l'info, ça va. Je regarde dans les autres questions. Donc, Aline qui dit, je cherche une IA pour des comptes rendus de consultation comportementale qui contient peu de termes médicaux. En vérité, donc pas si simple à réaliser en faisant un enregistrement vocal. Alors, je vois que Valérie lui a répondu, donc c'est super déjà, vous répondez entre vous. Donc Valérie qui nous dit, je fais du référent en comportement et j'utilise Vetomatic et c'est vraiment top. Je modifie un ou deux trucs à la relecture et franchement, c'est un énorme gain de temps. Il y a effectivement dans tous les scripts dont je vous ai parlé, Vetomatic en est un, mais je pense qu'ils ont tous la capacité à faire ça, c'est-à-dire enregistrer une conversation. Et je pousserais même, si tu veux faire des premiers essais, alors la plupart des scripts proposent des formules offertes pour tester au début, donc lancez-vous, testez, voyez ce que vous arrivez à en faire. Euh, et sinon, il y a aussi la possibilité d'enregistrer, de balancer ça dans ChatGPT en paramétrant correctement. Ça fait partie des choses dont on parlera avec Julien dans un mois. Et effectivement, comme le dit Valérie, vous aurez du gain de temps. Alors, je vous invite par contre à être précautionneux et à relire ce que vous n'écrivez plus, parce que il y a malgré tout une certaine capacité des IA à raconter des choses qui n'existent pas, par exemple. Donc voilà, vous allez gagner du temps au global parce que la rédaction sera propre, nette, et en plus, on a dans certains outils de scribe la capacité à personnaliser les modules de rédaction qui vont petit à petit devenir de plus en plus fins. Et voilà, l'énorme gain de temps qu'il y a sur en particulier du référé de comportement où il y a une grande longueur de discussion, c'est évident. Donc, je regarde s'il y a d'autres questions. Bon, je vois que globalement, vous avez l'air content. Ah, Sylvain
effectivement, tu me dis, petit regret de mon côté, quid des productions animales? Bah, et que tu as vu passer des choses sur les Omix. Alors déjà, si tu as vu passer des choses sur les Omix en production animale, ça m'intéresse. N'hésite pas à transmettre. Effectivement, alors il y a plusieurs choses, je dirais, si on veut être transparent. Bah, d'abord, je suis plus orienté santé animale pour les animaux de compagnie, donc évidemment, je repère plus ces choses-là. J'essaye de me tenir bien au courant. VetIntech fait ce travail-là aussi, dépistage pour les animaux d'élevage, on va dire. Après, il existe des choses, hein, en particulier sur tout ce qui est détection par caméra, qui sont assez intéressants. Je n'ai pas vu de choses innovantes où je me suis dit, waouh, c'est nouveau, ça change tout. En gros, c'est peut-être pour ça que j'en ai aussi un peu moins parlé. Voilà. Côté production animale, bah, rendez-vous avec Julien Le Tual le 30 septembre. Peut-être ça t'intéressera ou peut-être tu utilises déjà, te connaissant, des outils d'IA générative pour tout ça. Et voilà. Donc, ben, j'espère en tout cas que cette synthèse vous a été utile. On a tenu à peu près le temps. Je vous laisse encore quelques instants pour mettre des questions pour ceux qui sont encore là. Je vous remets également des petits liens, voilà, les ressources de Veto Network, les replays des derniers webinars, hein, avec la possibilité de s'abonner à la chaîne YouTube pour ceux et celles qui des fois ratent ou se disent ah mince, je ne savais pas qu'il y avait celui-là. La petite newsletter aussi où j'essaie de vous faire des synthèses. Et puis voilà, je pense qu'avec tout ça, vous avez déjà de quoi faire et réfléchir sur cette e-santé animale et ces innovations qui devraient pas mal changer notre quotidien. Merci à tous et merci à toutes. Bon retour au boulot. Et puis, on se retrouve donc le 30 septembre avec Julien Le Tual pour parler de son usage de ChatGPT. À très bientôt.